Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Roman en parle, le podcast qui place la psychologie au cœur de tous les parcours. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau sujet et un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque que ce soit dans ma pratique professionnelle, ma vie personnelle ou mes relations sociales, c'est une voie que j'essaie de suivre, une valeur, une conviction que j'essaie de faire vivre, celle du respect de la dignité humaine. Alors défendre les droits de l'homme, défendre les droits des enfants, c'est pour moi défendre ce qu'il y a de plus fondamental dans la santé mentale, la sécurité, la reconnaissance et l'égalité de valeurs entre les humains. Pourtant, j'ai souvent remarqué que lorsqu'on parle de ces sujets-là, on est très vite catalogué, étiqueté, comme si défendre la dignité humaine, c'était choisir un camp, comme si refuser les actes de déshumanisation, c'était déjà être trop engagé ou trop politique. Alors que défendre le respect, la vie, défendre l'accès à la sécurité, aux soins, à l'éducation, aux denrées alimentaires, à l'eau, ce n'est pas une opinion politique, c'est une question d'humanité, d'humanisme, c'est une valeur et c'est régi par un ensemble de choses qu'on pourrait nommer les droits de l'homme, les droits humains. Et c'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui, notamment parce que quand on est psychologue, on est souvent soumis à une forme de neutralité. Et je pense qu'en tant que psychologue, notre rôle n'est pas d'être neutre au point de devenir indifférent, mais plus d'incarner une neutralité lucide, engagée, qui accueille la souffrance sans ignorer ce qui la crée. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans ce podcast. Et pour cela, j'ai un invité de choix qui n'est autre que Bernard Boëton, qui a passé une grande partie de sa vie et toute sa carrière dans la défense des droits de l'homme et des droits des enfants. Et donc Bernard, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Est-ce que Bernard, vous pouvez vous présenter, nous présenter Oui, votre parcours ? brièvement. Donc, je suis originaire de la Manche, en France, et j'ai fait des études de philosophie. Je me suis retrouvé dans l'enseignement, mais j'ai dû faire un service militaire de 2 ans en Afrique à la coopération, donc comme volontaire du service national. Et c'est là que j'ai découvert les questions de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde, en pleine forêt équatoriale. Et ça m'a beaucoup impressionné, bien sûr, et ça m'a marqué. De retour en France, j'ai eu quelques activités professionnelles, mais toujours en me disant, si un jour je rencontre une ONG qui fait quelque chose qui me paraît utile et efficace, je pourrais éventuellement repartir. Je vous la fais courte. L'occasion s'est présentée et je suis parti en avril 1980 avec la Fondation Terre des Hommes basée à Lausanne. Je suis parti pour 3 ans et demi au nord du Bangladesh. Okay. Et là, c'est pas un job, ça, c'est une étape dans une vie. Dans un contexte aussi difficile, aussi misérable au sens économique, mais aussi riche sur le plan humain, malgré les catastrophes naturelles, les coups d'État, les cyclones, un certain islam vraiment très pesant, très, très, très lourd dans les traditions. Ça a été quelque chose. Et ensuite, le siège de Lausanne m'a demandé de venir travailler au siège. Et c'est comme ça que, depuis 1983-84, jusqu'en 2015, j'ai travaillé au sein de la Fondation Terre des Hommes à Lausanne. Terre des Hommes étant à l'époque une organisation de taille moyenne, c'est-à-dire pas petite mais pas trop grande non plus. On travaillait à l'époque dans une 40aine de pays quand même. D'accord. Et donc là, j'ai eu la chance de faire à peu près toutes les fonctions dans cette ONG, à savoir la responsabilité de programme, à savoir la communication, la recherche de fonds, la gestion des bénévoles, etc., etc. Et enfin, les dernières années, ça a été surtout pour faire du plaidoyer international sur les droits de l'enfant, notamment puisque mon travail se basait sur la Convention relative aux droits de l'enfant. Ok, donc un parcours très intéressant, très riche. Pour poser un peu les bases de ce podcast, comment vous définiriez justement ces droits humains, ces droits de l'homme, droits des enfants ? Y a quelques notions de base quand même qu'il faut rappeler.
D'abord, les droits humains ont été voulus, négociés, adoptés, signés et ratifiés par la plus grande partie des États du monde. Donc c'est le résultat d'une volonté internationale juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est prolongée pendant à peu près 80 ans par la négociation et l'adoption d'à peu près 80 conventions sur tel ou tel aspect des droits humains. Donc d'abord c'est ça, ce qu'on appelle les droits humains, c'est ce corpus de droits au niveau international. Ces droits sont universels, inaliénables, c'est-à-dire que personne ne peut les modifier, indivisibles, on ne peut pas choisir et dire ça je prends et ça je ne prends pas, hein. Et ces droits en fait sont dus à chaque être humain. C'est-à-dire que les États se sont réunis pour adopter des formulations qui ont été négociées, et je peux vous dire, j'en ai été témoin dans certaines conférences, pour vous dire au millimètre. C'était pas du blabla. On dit c'est du blabla vu de l'extérieur, mais pas du tout. J'ai assisté à des discussions entre la Suède et le Bangladesh sur un adverbe. Ok. Ben oui, qui n'avait peut-être pas la même signification dans une langue et dans l'autre. Alors cette confrontation des interprétations possibles, à travers la diversité des cultures, elle s'est faite pendant la négociation. La Convention relative aux droits de l'enfant a duré 10 ans de préparation. C'est énorme. Donc, ce n'est pas rien. Les droits humains, c'est quand même un chantier. Ça a été un chantier très important. 3 mots qui définissent les droits humains. Ils définissent des éléments de protection, ils définissent des prestations et aussi des modes de participation des gens. Et ça s'adresse à chacun des êtres humains à sa place, dans son contexte, selon ses moyens. Ils sont intégrés, les droits humains sont intégrés dans le droit national des pays qui les ont ratifiés. Donc là, c'est contraignant, si vous voulez, hein. Le mot convention, d'ailleurs, signifie que le pays qui l'a ratifié est contraint de l'inclure dans son droit. De le faire appliquer. De le faire appliquer ou de le mettre dans son droit. Il ne faut pas qu'il y ait une contradiction entre une convention ratifiée et un droit existant, national. Les droits humains ne sont ni des opinions, ni des idéologies, ce sont des normes. Ce ne sont pas des lois. Ce sont des normes qui permettent de faire appliquer des lois. De les formuler. Oui. Chaque pays peut formuler à sa manière et l'appliquer à sa manière. Hein. Ce ne sont pas non plus des règles morales. Hein. Le droit, il y a un philosophe polonais, Kolakowski, qui disait « L'ordre politique légal n'a pas pour but de nous édifier, mais d'éviter le pire ». C'est bien ça, il faut laisser le droit à sa place. Hein. Ce n'est pas de l'idéologie, ce n'est pas de l'éthique, ce n'est pas de la morale, le droit est une norme, applique des normes qui sont universelles et que les États doivent appliquer. Mais en fait, l'utilité des droits humains, c'est surtout pour les gens de terrain. C'est-à-dire, c'est une sorte de boîte à outils qui permet à la fois d'analyser des situations, de formuler des objectifs et d'évaluer des résultats. On est là dans le cambouis, on est là dans la pratique, on est là dans les essais, dans les erreurs, dans les échecs, dans les réussites, etc. etc. Et c'est pour ça que sur cette question de l'universalité des droits humains, disons que moi j'ai eu la chance de ne pas faire des études de droit. Et les droits humains, je les ai découverts sur le terrain. Sur le terrain et pour moi, l'universalité, c'est l'universalité de terrain. Les problèmes sont souvent les mêmes. Et je pourrais donner moult exemples. Et la nature humaine est la même partout aussi. Parce que l'universalité, c'est une réalité, ce n'est pas un débat. C'est déjà ça. Une réalité. Hein. Voilà. Alors, voilà ce qu'on peut dire sur quels sont... que signifient les droits humains. La notion de droits humains, étant entendu que l'histoire des droits humains montre bien à quel point ça a été une longue marche. Ça a commencé 1800 ans avant Jésus-Christ. Et quand on dit que les droits humains, c'est une invention moderne du pays occidentaux pour imposer ces normes au monde entier, bon, c'est ce que dans mon livre, c'est de ce que j'essaye de démonter et d'expliquer que, en fait, théoriquement, c'est pas ça,
Mais pratiquement, quand on travaille sur le terrain, on le vérifie que c'est pas ça. Oui, que c'est présent depuis de nombreuses années. Oui. Maintenant, autrefois, les cultures ne se connaissaient pas entre elles. Maintenant, le monde est ouvert aujourd'hui. Et on se rend compte en voyageant et en travaillant sur le terrain que des enfants en prison à Calcutta ou des enfants en prison au Nicaragua, au Bénin ou au Kosovo, c'est les mêmes problèmes. Et c'est pourquoi les articles 37 et 40 de la Convention des droits de l'enfant qui s'occupent de la justice des mineurs peuvent s'appliquer. Ce ne sont que des normes générales, mais ils peuvent s'appliquer dans tous les pays en disant, vous, chez vous, comment vous faites ? Oui. Ça crée de la coopération internationale. C'est une sorte de référentiel auquel chaque pays va se référer. Et ça permet une coopération. Oui. Parce que quand je vais dans un pays et que je rencontre le ministre de la Justice ou l'Institut de formation des magistrats et que je dis on travaille sur les droits de l'enfant dans la justice des mineurs, alors bon, monsieur le ministre, comment faites-vous dans votre pays ? Je peux vous dire comment on fait dans le nôtre et de quelle manière on pourrait vous aider. Ça, c'est de la coopération internationale. S'il n'y avait pas les droits humains, ce seraient des rapports entre des personnes. Oui, ce serait plus personnel, plus subjectif. Ça peut être des magouilles, ça peut être des pressions, de l'impérialisme, je ne sais pas quoi. Là non, mais monsieur, ou madame, comment vous appliquez les articles 37 et 40 que votre pays a ratifiés ? Ok, oui. Point. Et donc ça, c'est pour la notion de droit humain. Pour même parler des mêmes choses au cours de ce podcast et être sûr que tout le monde nous suive sur toutes les notions, pour vous, que signifie la défense, le fait de défendre la dignité humaine ? Alors la dignité humaine, c'est un mot qu'on pourrait dire, c'est un mot très lourd, parce qu'il est très difficile à définir. Et ce que nous ressentons dans le mot dignité dépend beaucoup des situations dans lesquelles on l'utilise. On sent que là, autrement dit, très souvent, on a l'impression que la dignité, on ne la définit que par ce qui la nie. Et c'est très difficile de formuler. Alors, je propose quand même une petite suite de notions qui me paraissent très importantes. D'abord, chaque être humain est unique et irremplaçable. J'aime beaucoup la phrase du philosophe allemand Emmanuel Kant qui dit « Ce qui n'a pas de prix et donc pas d'équivalent, c'est ce qui a une dignité. » Autrement dit, ma Mercedes, elle vaut 2 Volkswagen. Mais un enfant n'en vaut pas 2 autres. Ce qui n'a pas de prix, parce que pas d'équivalent, ça, c'est le début de la dignité. Okay. Il y a 4 termes que j'ai essayé de rédiger pour dire à quoi on reconnaît une violation de la dignité humaine. Alors ces 4 termes sont, je vais essayer de court. D'abord, c'est l'intégrité, c'est-à-dire que tout être humain a droit à la vie, au respect de sa vie et de sa santé, de son psychisme, etc. L'intégrité humaine. D'ailleurs, le mot individu veut dire indivisible. Oui. C'est un être humain, il vit ou elle vit, et voilà, on n'y touche pas. Deuxième terme, l'identité culturelle. L'identité culturelle fait partie de la dignité de la personne. Par exemple, quand vous êtes dans un pays où la majorité impose à la minorité que les enfants dans les écoles ne parlent pas leur langue maternelle et parlent la langue de la puissance à côté, c'est une atteinte à la dignité des enfants de ne pas respecter leur identité culturelle à travers l'apprentissage de la langue. Troisième terme, c'est l'autonomie. Et là, l'autonomie, c'est encore un terme assez général, mais l'autonomie, c'est l'aptitude à se gouverner par soi-même. Une certaine autonomie de décision, de liberté, si on peut dire. C'est la capacité de se révolter, au sens de Camus, c'est-à-dire se révolter, se retourner contre sa condition, contre le destin, si je puis dire, contre un certain nombre de choses. Mais c'est ça, c'est la capacité de se révolter. Et j'aime bien aussi ce que la juriste Mireille Delmas-Marty définit. Elle définit la dignité comme étant la capacité d'un être humain de se dire, de se prononcer, de s'exprimer et d'exister par la parole et d'être écouté, en fait. Ça, c'est un élément de dignité.
Il y a un dernier mot qui me paraît important, c'est la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, ça veut dire qu'on a une fragilité par nature qui fait qu'on n'est pas préparé à certaines circonstances particulières. Et que là, on se retrouve un jour vulnérable parce qu'on n'est pas fait pour ça. Pour faire face à ça. Et ça, vulnérabilité, ça veut dire que des gens qui n'arrivent pas, il faut respecter leur dignité en les aidant, d'une certaine manière. Bon. Mais il y a un autre terme quand même qui était employé dans des formulations j'ai bien aimé certaines prises de position de l'association ATD Quart-Monde, qui disent qui disent ceci, si je me permets de lire une Bien phrase. sûr, oui. Traditionnellement, le pauvre est simplement celui qui ne peut pas donner des contreparties, celui qui reçoit toujours sans espoir de réciprocité. C'est pour lui donner la dignité de la réciprocité que l'action sociale a reçu pour mission de l'éduquer, de l'amener au savoir-faire commun à une société pour qu'il puisse jouer le jeu social. L'insertion des plus pauvres rénove la citoyenneté de tous. Autrement dit, un être humain qui n'a aucune capacité de réciprocité avec ses égaux, c'est que sa dignité n'est pas respectée. Vous pouvez être avec la personne la plus misérable, la plus pauvre, etc., etc. Il faut que la personne puisse se tenir debout et vous, que vous restiez debout en face de cette personne. Il doit y avoir une réciprocité parce que, humainement, nous sommes égaux. Voilà, ça, déjà ces éléments-là me paraissent définir qu'est-ce que c'est que la dignité humaine. Oui, et puis ce que vous évoquez, c'est vraiment cette idée que ces termes, dignité, droits humains, sont, comme vous l'avez dit, ont été collaborés, ont été pensés, ont été ratifiés de manière universelle. Et c'est un peu la question que je me pose de manière récurrente. Pourquoi, et selon vos observations, vos connaissances, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces dernières années, lorsqu'on parle de droits humains, lorsqu'on parle de défense de la dignité humaine, pourquoi est-ce qu'on est si rapidement catégorisé, catalogué dans une forme de politique, dans un débat politique, là où finalement on parle de concepts, de notions de référentiels qui ont été universellement conçus et définis? On ne fait pas une politique avec des droits humains. La politique, c'est de faire des choix en fonction de considérations idéologiques, pratiques, financières, budgétaires, etc. Mais les droits humains ne sont pas des opinions parmi lesquelles on choisit. Donc face à des choix politiques, selon le régime, selon les idéologies, eh bien, tout le monde doit respecter les normes que tout le monde a ratifiées. Donc, si la signature d'un pays a un sens, il faut le rappeler. Il faut bon. Pourquoi les droits humains sont catalogués politiquement dans nos pays? Moi, je dirais, je vais être un petit peu choquant, ne m'en veuillez pas. Allez-y. Mais vous me posez la question. Non, je rigole. Vous me posez la question, pourquoi politiquement les droits humains sont traités comme ça, etc. Moi, je dirais parce que dans nos pays, les pouvoirs manipulent les droits humains pour des objectifs qui n'ont rien à voir avec le contenu des droits humains. Alors, si vous voulez des exemples, moi, je dirais, à gauche, c'est par angélisme, à droite, c'est par cynisme. À gauche, c'est de l'angélisme au sens où on fait beaucoup de sociétal pour remplacer le social, donc c'est beaucoup de mots. À droite, c'est faire une aide économique à des pays pauvres en leur imposant d'appliquer les droits humains, en leur imposant des élections, etc., etc. Autrement dit, les droits humains sont finalement très utiles à un certain nombre de partis ou de personnes, etc. Alors, ce qu'il faut, c'est que, je dirais à la limite, nous, les gens de terrain, qu'on remette les normes des droits humains au centre en
en disant « Quand je défends les articles 37 et 40 de la Convention sur la justice des mineurs, je vais dire la même chose à un pays de droite, à un pays de gauche, à une dictature, ou même à un État dans un pays où l'État n'existe pas. Les normes humaines adoptées universellement sont à étudier et à appliquer quelles que soient les idéologies des pays ou des régimes qui dirigent les pays. » Mais c'est justement le questionnement que j'ai assez régulièrement, parce que quand on est sur le terrain, dans un métier du social, quel que ce soit, la santé, le social ou l'humanitaire, on ne peut pas, et c'est ce que je disais dans l'introduction, être neutre au point d'être indifférent à ce qui peut créer de la souffrance, justement ce qui porte atteinte aux droits humains, à la dignité humaine. Mais lorsqu'on en parle, et ça m'est arrivé régulièrement dans ma vie même personnelle, lorsqu'on en parle, lorsqu'on essaie justement de faire entendre cette atteinte à la dignité humaine au-delà d'un rapport politique, d'un débat politique, on est souvent quand même remis à cette position, comme vous dites, t'es de gauche ou t'es de temps, ou t'es de... Oui. Alors qu'on parle ici non pas du tout d'opinion politique, où pour moi il n'y a même pas de débat politique, mais on parle effectivement d'intégrité physique, d'intégrité morale, psychique, de sécurité et, comme vous disiez, de dignité humaine, c'est-à-dire traiter les humains de manière égale, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, etc. Moi, je dirais que la neutralité ne consiste pas à se taire. C'est ça, c'est de ne pas rester indifférent. C'est pas du tout l'indifférence, c'est de dire, à partir, et c'est là que les droits humains sont utiles, fondamentalement extrêmement utiles, c'est de dire que on s'exprime, avec les droits humains, on s'exprime sur des valeurs. Les droits expriment des valeurs. La politique, c'est de faire des choix pour savoir comment on va les appliquer ou pas. Mais les valeurs sont les mêmes. Donc, les droits ne sont pas des idéologies qui alimentent le débat politique. Ce n'est pas des opinions. Donc, je vais vous donner un exemple, si vous permettez, que j'ai vécu quand j'étais responsable de la communication à la Fondation Terre des Hommes pendant quelques années. C'est moi qui étais responsable du journal et j'ai donc fait l'éditorial du journal le jour où le gouvernement suisse a décidé de soumettre au référendum populaire la loi contre le racisme. Pour la première fois, c'était il y a 25 ans. Loi contre le racisme. Nous avons en Suisse beaucoup de groupes de bénévoles. Et avec ce journal, cet éditorial, moi je dirais la Terre des Hommes s'exprime pour qu'il y ait une loi contre le racisme. J'ai eu des réponses, des téléphones de de nombreux bénévoles qui m'ont dit, mais enfin, Terre des Hommes, on est neutre, on est une ONG neutre, on n'a pas à faire de politique. Comme si le racisme était une... Mais c'est exactement ce à quoi je faisais référence. Quand on parle de racisme, les gens pensent qu'on parle déjà de politique, qu'on s'est déjà positionné dans un camp, alors qu'on parle, comme on le disait dans l'introduction, de dignité humaine, selon la définition que vous nous avez donnée et qui est universelle. En Suisse, il n'y avait pas de loi contre le racisme comme il y a en France maintenant, encore qu'elle est assez récente aussi. Oui. Alors, le racisme est un délit si vous proférez une injure raciste. C'est un crime si vous tuez quelqu'un pour sa race, à cause de sa race. Et là, il a fallu que j'aille même dans certains groupes de bénévoles en Suisse pour discuter la soirée, pour expliquer pourquoi, avec notre neutralité, Terre des Hommes, il n'y a pas d'opinion apolitique, religieux, notre logo, c'était sans considération politique, raciale ou religieuse. Alors, je disais aux bénévoles, écoutez, sans considération raciste, comment vous pouvez dire que lutter contre le racisme est inacceptable, parce que c'est de la politique. Voilà, et ça, c'était vraiment l'exemple que j'ai eu qui clarifie, au fond, quand vous discutez du racisme, vous ne discutez pas d'une opinion politique, ou d'une opinion tout court. Et qu'est-ce qui nous a amené dans nos pays occidentaux à politiser le racisme alors ? Est-ce que c'est justement l'instrumentalisation des politiques, des droits de l'homme comme vous l'expliquez, ou est-ce qu'il y a d'autres explications possibles ? Ça vient en partie des différentes manipulations par les différents pouvoirs
et qui ont détourné les sens des mots, qui les utilisaient un peu dans tous les sens. Si dès lors qu'on utilise des normes universelles pour alimenter des batailles de polochons à la télé, ça ne peut pas aller. Nécessairement, les gens ont une sensibilité de ce côté ou de celle-là, puis ils ont une opinion, etc. Les normes et les droits humains ne sont pas des opinions. Elles aident à se faire une opinion sur ce qu'il faut faire. Et là, il y a des débats. Il faut débattre. Mais on ne manipule pas les droits humains, c'est une chose sérieuse. C'est ça qu'il faut redire. C'est quand même étonnant qu'après 80 ans de travail dans les conventions internationales, on soit encore obligé de dire, dites donc, c'est un peu sérieux. Parce qu'on commence à dire que les droits humains, c'est des chiffons de papier. Regardez l'état du monde, ça ne sert à rien. Alors que précisément, c'est parce que l'état du monde n'est pas bon qu'il nous faut des normes. Des droits humains. Des normes applicables à tout le monde qui servent de référence. Sinon c'est les fake news, c'est tout un charabia voilà, alors les mots, les droits humains sont constitués de mots qui sont les mots de tout le monde. C'est pas une novlangue, c'est pas une langue incompréhensible, c'est les mots de tout le monde, mais ils sont fermes et ils ont une définition précise. Je vous mets au défi de trouver une seule convention internationale sur les droits humains qui ne commence pas par définir les mots qu'ils vont utiliser. Bien sûr. C'est un peu ce qu'on a fait dans ce podcast. pour être clair et justement que tout le monde puisse savoir de quoi on veut parler exactement. Mais le point aussi à retenir et que vous avez cité, c'est que aujourd'hui les droits humains sont instrumentalisés et politisés dans la société, alors même, et ça vous avez appuyé là-dessus et je me permets de remettre une couche, alors même qu'ils ont été collaborés, co-construits par des États, comme vous disiez, de partis d'orientation politique différentes, de religions différentes, de cultures différentes. Donc c'est bien la preuve qu'on n'est pas sur une position politique, mais sur vraiment un référentiel qui se veut universel. Et ça, je pense que c'est ce qui est important de garder. Quand on nous dit les droits humains, c'est des bisounours, vous croyez que tous les États qui ont mis des dizaines d'années à négocier les normes faisaient un travail de bisounours Enfin quoi? Oui. Faut rappeler des choses élémentaires. Bien sûr. J'ai eu la chance de participer à des conférences, notamment la conférence diplomatique de Rome sur la création de la Cour pénale internationale. Ça, je peux vous dire que c'était quelque chose. Et il y avait beaucoup d'ONG qui étaient là, non pas en tant que participants, il y avait 120 pays représentés, donc les ONG n'étaient pas des délégations gouvernementales, mais il y avait un dialogue avec les ONG. Tout ça, c'était coordonné, ça a duré 5 semaines. C'était absolument incroyable. Et quand j'entends dire que tout ça, c'est du blabla, que ça va devenir du chiffon de papier et que tout le monde s'en fiche, que l'ONU, j'ai encore entendu l'autre jour, il y a quelques jours, à la télé, un journaliste qui était un peu... qui disait finalement l'ONU, les bâtiments de l'ONU, dans 1 an, 2 ans, ce seront les musées. Attendez, tout le travail qui a été fait depuis 80 ans sans Troisième Guerre mondiale, il y a eu des guerres, bien entendu, mais je veux dire, il n'y a pas eu de confrontation ça a été une période de construction. Et ça, c'est ça qu'il faut dire aux nouvelles générations, que c'est une chose sérieuse, qu'on a l'impression que ça ne sert à rien, que la situation se dégrade. Si elle se dégrade, ce qui est vrai, raison de plus pour avoir des boîtes à outils qui permettent de réunir des gens de cultures très différentes. Mais justement, vous parliez de racisme, de ces lois aujourd'hui qui sont construites pour minimiser ou en tout cas diminuer le risque de ces violences et de ces atteintes à la dignité humaine. En psychologie et notamment en psychologie sociale, la notion de biais d'appartenance pousse les individus à se considérer du bon côté du nous. Nous, NOUS. Ainsi, il crée de manière implicite une frontière invisible entre nous et eux,
Et cette frontière qui peut-être avant, pour tout ce qui était groupe primitif, était importante et adaptative pour leur survie, cette frontière aujourd'hui, elle est dangereuse puisqu'elle crée du rejet, elle crée de la colère, elle crée de l'humiliation parfois, voire des violences. Et comment, selon vous, cette frontière, ce clivage, ce biais d'appartenance eux-nous, vient nuire aux droits humains ou aux droits même des enfants? Oui, c'est la question des identités. Et ça, l'identité est une nécessité, c'est une réalité. Il ne faut pas que ça devienne une arme de guerre. Bon. Je me permets de vous citer un extrait d'un texte qui définit, qui montre bien la situation. C'est un cas précis. C'est Amin Maalouf, qui est un écrivain franco-libanais, qui est académicien, etc., qui dit ceci. Je cite. « Moitié français, donc? Moitié libanais? Pas du tout. L'identité ne se compartimente pas. Elle ne se répartit ni par moitié, ni par tiers, ni par plage cloisonnée. Je n'ai pas plusieurs identités, j'en ai une seule, faite de tous les éléments qui l'ont façonnée selon un dosage particulier qui n'est jamais le même d'une personne à l'autre. Toutes ces appartenances n'ont évidemment pas la même importance, en tout cas pas au même moment, mais aucune n'est totalement insignifiante. Ce sont les éléments constitutifs de la personnalité, on pourrait presque dire les gènes de l'âme, à condition de préciser qu'ils ne sont pas innés. Si chacun de ces éléments peut se rencontrer chez un grand nombre d'individus, jamais on ne retrouve la même combinaison chez deux personnes différentes. Et c'est justement ce qui fait la richesse de chacun, sa valeur propre, c'est ce qui fait que tout être est singulier et potentiellement irremplaçable. On revient à la notion d'intégrité et d'être humain. D'être humain indivisible. Voilà. Ok. Je trouve que maintenant, les conséquences sont dramatiques parce que maintenant, c'est des conflits de tous les côtés. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu en Bretagne, d'avoir vécu chez les Boulous au Cameroun, dans la forêt équatoriale, d'avoir passé quelques années parmi les Bengalis du Bangladesh, au nord, dans des régions difficiles. Je suis maintenant en Suisse. Je veux dire, chaque fois, mon identité, moi, elle s'est enrichie à chaque fois. Je suis très content et très fier d'être français. Mais ce n'est pas... je ne me battrai pas pour dire mon identité vaut plus que celle-ci ou celle-ci. Au contraire, moi, j'ai cherché à prendre le maximum. C'était par la force des choses. Hein. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que par la force des choses, je rends compte qu'en voyageant et en travaillant, pas simplement en regardant, mais en travaillant, on apprend énormément et on s'enrichit. C'est simple, c'est banal, c'est basique de dire ça. Pourquoi est-ce que ça fait pourquoi les identités sont tellement cloisonnées, solidifiées et utilisées comme arme de guerre, quoi. La nature humaine est comme ça aussi, mais raison de plus pour fixer des normes qui nous permettent de surmonter ça. Vous parlez de vos expériences dans d'autres pays, dans d'autres cultures qui vous ont forgé. Les nouvelles générations voyagent beaucoup plus aujourd'hui. Et justement, votre livre, celui que vous avez écrit, votre essai personnel, s'adresse principalement aux jeunes générations. Pourquoi elles ? Pourquoi est-ce que vous vous adressez principalement à ces jeunes générations ? Écoutez, mon livre vient aussi d'un enseignement que j'ai donné à des étudiants, je dirais, de 18 à 30 ans à peu près. Pendant une dizaine d'années en Suisse et à Lyon aussi. Et donc, et là, ce que je disais de mon expérience de terrain et du travail que je faisais, j'ai vu qu'il y avait un grand intérêt et le fait, ils apprenaient énormément. Ça, à ma grande surprise, le feedback était très, très, très positif. Et je me suis dit, quand on voit maintenant que les générations qui sont nées après l'an 2000, ils vivent dans une atmosphère d'anxiété diffuse assez forte, je veux dire, ça a été le terrorisme, ça a été la pandémie, ça a été la violence dans la rue, ça a été un tas de
de choses et ils sont nés après la période où nous, notre génération, nous avons construit toutes ces normes de droits humains. Et je trouve qu'il est vraiment vital pour les nouvelles générations de mieux connaître, au moins savoir quelles sont les notions de base, quelles sont les notions historiques des droits humains, quels sont les arguments de la légitimité justement des droits humains. Et puis, dans mon livre, je termine aussi en appliquant certaines règles qui sont très controversées sur les droits de l'enfant, notamment la liberté de religion. La liberté de religion d'un enfant. Ah, qu'est-ce que c'est que ça pourquoi donc Qui est aussi, politisé aussi aujourd'hui, oui, forcément. Voilà. Alors, j'essaye de développer une analyse et des informations avec des exemples pour dire que pourquoi ça existe, pourquoi c'est important et comment ça marche. C'est ça un peu le but. Je trouve que il y a des jeunes que j'ai rencontrés de 18, 20 ans, 25 ans qui disent ouais, tout ça c'est bien gentil, mais nous on est dans la panade. Il n'y aura pas de retraite, on n'a pas de boulot, on ne trouve pas de logement, etc. Qu'est-ce que c'est que vos histoires de droits humains ? Je caricature un peu, mais au fond, je comprends ça. Et je me suis dit quand même, avec l'expérience que j'ai, qui est l'expérience de dizaines de milliers de personnes qui ont fait un peu le travail que j'ai fait aussi dans le monde, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, mais je me suis dit quand même, j'ai quelque chose à dire à cette nouvelle génération, qui est aussi la génération de mes filles, et de gens qu'on rencontre, et qui, je trouve que c'est utile, au moins qu'elles sachent, ou qu'ils sachent, que cette génération sache de quoi il est question exactement, à quoi ça sert et comment ça marche. Et qu'ils aient des repères. Des repères. Peut-être pour éviter aussi l'instrumentalisation de ces mêmes droits, comme on en parlait tout à l'heure. Oui. Peut-être que d'en avoir davantage conscience, de mieux les comprendre, les connaître, c'est éviter aussi de les laisser s'instrumentaliser. Et de ne pas en faire une idéologie. Oui, c'est pas une idéologie, c'est une boîte à outils. C'est ça. Donc ce n'est pas des choix d'opinion, de sensibilité, etc. Toute la question de l'universalité des droits humains et des menaces, paraît-il, sur la diversité culturelle. Alors là on en refait une émission, si vous voulez, sur ça. Prochain épisode. C'est pas le sujet, mais quand même, c'est effarant ce qu'on dit là-dessus. Enfin bref. Mais vous parliez de ces jeunes qui se questionnent autour de la pertinence, de l'importance à allouer justement à ces droits humains, parce qu'en psychologie, on parle du sentiment d'efficacité personnelle. C'est la conviction que nos actions vont avoir un impact, vont apporter un réel changement. Et c'est vrai que dans les nouvelles générations des années 90, 2000, on peut observer, en tout cas dans ma pratique, je l'observe, une perte de ce sentiment d'efficacité, avec un peu un sentiment d'impuissance, de désespoir, mais à quoi bon ? De toute façon, ça va servir à rien, ou à notre échelle, ce sera pas suffisant. Comment vous l'abordez dans votre livre, ce sentiment d'efficacité ? Alors, j'ai l'habitude de répondre à cette question. Très bien, merveilleux. en disant, moi j'ai décidé depuis longtemps, et plus mon travail de terrain avançait, j'ai décidé de porter des lunettes millimétriques. Je fais ce que je peux pour les gens au milieu desquels je suis, et au Bangladesh c'était 6 000, 8 000 familles avec les inondations, les cyclones, la sécheresse, les tremblements de terre, etc., etc. Mais ça peut être le voisinage de tout le monde, enfin des gens de proximité. On peut faire quelque chose. Sur le plan humain, rien n'est dérisoire. Donc, il faut vraiment être déterminé, mais surtout admettre que nous sommes imparfaits. C'est ça une définition de l'humain. J'explique ça, enfin, je mentionne ça dans mon livre. Une des définitions de l'humain, pour moi, c'est l'imperfection. Le mythe de la perfection humaine, c'est là que commencent les régimes totalitaires et les sectes. Oui, c'est vrai. Absolument. Et chaque petit pas compte aussi. Alors, si c'est l'imperfection, ce qu'il nous faut obtenir, je ne pourrais pas l'obtenir seul. Donc,
La solidarité n'est pas un choix, elle est une nécessité si l'on veut survivre. Et les nouvelles générations, à mon avis, avec les situations qui se préparent, les nouvelles générations auront à inventer des nouvelles solidarités. Lesquelles, je ne sais pas. Je devine, je pressens des choses, mais bon, comme n'importe qui. Mais il va falloir inventer des nouvelles solidarités qui permettront de survivre dans les nouvelles conditions qui se présentent. Donc c'est ça que j'essaye de dire. Si vous voulez des repères, si vous voulez une boîte à outils, non pas une idéologie, une vision globale, une religion, je ne sais pas quoi, non, une boîte à outils et des repères pour construire des nouvelles solidarités, si possible, non violentes. Mais ce que je peux ajouter à ce que vous dites, c'est cette idée de valeur que je travaille beaucoup avec mes propres patients. C'est cette idée qu'une valeur, c'est un cap qu'on va suivre, c'est un cap qu'on va prendre, mais ce n'est jamais une direction qu'on a atteint à un moment donné. Et cette valeur, c'est ce qui va guider nos actions, c'est ce qui va nous faire prendre, entre guillemets, une direction. Et chaque petit pas, même infime, millimétrique, comme vous dites qu'il soit, aura quand même sa fonction, son utilité, son incidence, son impact. Et c'est cette idée d'avoir des valeurs de solidarité, de respect de la dignité, etc., et de s'engager au quotidien au travers de petites actions qui peuvent aller en ce sens. Il ne faut pas se laisser aller au sentiment d'impuissance. Ce n'est pas une personne ou un groupe de personnes ou même un seul pays qui va résoudre les problèmes du monde. Bien sûr. Donc, il faut arrêter de vouloir avoir un impact global. Si on a un impact sur notre environnement, parmi les gens parmi lesquels on vit et on travaille, etc., c'est des petites choses, mais elles sont très importantes au niveau humain. C'est ça, humanitaire. C'est au niveau humain. On ne résout pas le problème global de l'humanité, mais on intervient sur l'humanité des autres et sur la nôtre. Travailler au service de ses contemporains, c'est se servir soi-même. Il y a une réciprocité, c'est pas simplement je donne. Je me donne à moi aussi. Non, je prends aussi quelque chose. Oui. Je vais vous donner un exemple, une situation concrète. Quand on fait de l'humanitaire, on envoie de l'aide. Bon. On est en train de changer le vocabulaire. Il n'y a plus des donateurs et des bénéficiaires. Il y a des gens qui ont des obligations et des gens qui ont des droits. Celui qui a des droits et celui ou celle qui a une obligation, ce sont tous les deux des citoyens égaux, qui ont la même égalité, la même nature humaine quelque part, partagent la nature humaine, et que d'une certaine manière, je dis toujours, les gens qui reçoivent de l'aide, ils n'ont pas à remercier. Ce que vous faites en donnant, c'est satisfaire leurs droits fondamentaux. Ils n'ont pas à nous remercier. Bon, les gens peuvent me remercier si je suis bénévole. On me remercie pour mon bénévolat, le fait que je m'occupe de la livraison des sacs de nourriture. Mais le fait de recevoir des sacs de nourriture, ils n'ont pas à dire merci, ils peuvent remercier la personne qui fait le travail. C'est tout. Il n'y a pas de merci, c'est normal, c'est leur droit. C'est eux et nous. C'est ça. Mais quand on parle de droits humains, on oublie souvent qu'il s'agit de santé mentale. Pourtant, et ça j'en parlais dans l'introduction, être rejeté, être humilié, être privé de liberté ou privé d'accès à des soins, éducation, denrées alimentaires, ce n'est pas qu'une privation matérielle, c'est aussi une atteinte à l'intégrité psychique. Donc parler de dignité humaine, c'est parler aussi de besoins psychiques universels, le besoin de sécurité, de reconnaissance, d'égalité de valeur et de traitement, mais aussi le sentiment d'appartenance à un groupe
et d'un groupe peut-être universel, les droits de l'homme en l'occurrence. Oui. Ce sont des fondations de la santé mentale, et quand ces besoins fondamentaux, ces besoins ne sont pas satisfaits, ils créent de la souffrance. Cette souffrance, d'ailleurs, elle est étudiée, elle a été beaucoup évaluée dans la neuropsychologie, et on a déjà observé que les zones du cerveau qui s'activent lorsqu'une personne subit du rejet ou de l'humiliation sont les mêmes zones qui s'activent lorsque la personne reçoit une douleur physique. Oui. Donc c'est bien la preuve que cette souffrance n'est pas une métaphore, mais qu'elle se concrétise, qu'elle existe réellement. Et vous qui avez observé, qui avez été au contact de populations qui ont subi, qui ont été victimes de situations extrêmement difficiles, de violences, d'humiliation, d'exploitation, comment ces personnes font face à de telles difficultés ? Écoutez, c'est difficile à dire. Ça dépend des situations. Les populations au milieu desquelles j'ai vécu pendant une période assez longue, 3 ans et demi, quelque part dans la brousse au nord du Bangladesh, au bord d'un fleuve, avec toutes les catastrophes possibles et imaginables, ces gens-là avaient une solidité qui n'est pas loin du mot solidarité. Entre eux, chacun était en situation de survie, mais tout le monde était en situation de survie, donc il y avait des solidarités qui se créaient, et à mon avis, ça restait très très humain, c'est-à-dire imparfait, mais qui essaye d'avancer, qui fait des petits progrès, etc. On faisait des coopératives de paysans sans terre, et on avait dit aux femmes de ces paysans, parce que la femme musulmane rurale reste à la maison, n'est-ce pas, la possibilité de sortir le soir, donc la nuit, dans des endroits, dans des écoles, pour être alphabétisés, puisque c'est 70% d'analphabètes à l'époque. Donc, alors je demandais à une femme une fois, mais pourquoi vous suivez ce cours ? Enfin, pourquoi vous suivez ça ? Et elle me regarde avec une fierté, ce que j'appellerais une dignité. Elle me dit, monsieur, maintenant, je ne me ferai plus rouler au marché. Voilà. Donc c'est de la résilience. C'est pas je suis content de lire le journal. C'est dans ma vie quotidienne. Je saurais me débrouiller, je ne me ferai plus rouler. Voilà. C'est des petites situations comme ça où on perçoit ce que c'est que la dignité humaine. Et la résilience aussi. Et la résilience. Oui. Donc il y a une résistance. La résistance, elle est aussi dans cette population, mais je ne peux pas généraliser. Mais dans cette population, la résistance était aussi l'appartenance à un islam, pas du tout radical, pas du tout extrémiste, mais extrêmement pesant. C'est-à-dire que personne ne pensait que la religion servirait à améliorer, je ne sais pas quoi, la religion musulmane demande de donner la nourriture aux mendiants, comme toutes les religions. Mais je veux dire, c'était pas... donc il y avait une solidarité par la religion. Ok. Il faut dire comme c'est comme ça, c'est une réalité, que ça plaise ou pas. Donc, la solidarité, permet aussi de sortir de la lutte, j'ai l'impression. Quand on clive, quand on utilise, comme je disais tout à l'heure, cette frontière invisible du « eux-nous », on lutte contre le « eux », contre les autres. Alors que dans la solidarité, au contraire, on arrête de lutter pour coexister, coopérer, collaborer. Parfaitement, vous avez parfaitement raison. Il ne faut pas mélanger le fait qu'étant imparfait, on a besoin d'être en groupe pour être solidaire. Oui. Et transformer ça en une identité qui éloigne des autres. Oui, c'est ça. Ne pas en faire une bataille de polochon ou une arme de guerre. Donc les solidarités doivent se créer, mais pas dans une attitude agressive ou de destruction d'autres solidarités. Les mots, on le disait, ne sont pas neutres. Chaque mot a son importance, chaque mot peut avoir un impact. En thérapie, par exemple, en psychologie, on sait que si on change un mot, on peut changer la réalité intérieure d'une personne. Selon vous, le combat des droits humains, est-ce qu'il passe d'abord par un combat de mots ? Oui.
de langage. Absolument. Petite anecdote, tous les ans dans mes cours, quand je parlais des étrangers, etc., je disais, tiens, au fait, quelle est la différence entre un réfugié et un demandeur d'asile? Tout le monde regardait le plafond. Au bout d'un moment, je leur dis, écoutez, un réfugié, c'est un demandeur d'asile qui a eu une réponse positive. Oui. Voilà, et on Mais emploie juste les mots demandeur d'asile, réfugié, étranger, immigré, tout ça, c'est des mots qui se promènent et qu'on s'envoie à la figure, etc., dans les débats politiques interminables. Le mot génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, tout ça, on emploie ces termes-là les uns pour les autres, peu importe la différence. C'est incroyable le débat sur le génocide qu'on a entendu ces derniers mois là. Le génocide, il a été défini pendant 5 semaines par la Cour pénale par la conférence de Rome qui a fait les statuts de la Cour pénale internationale. Alors lisez ce que dit la CPI sur la définition du génocide, et puis vous direz à la fin, oui, effectivement, toute ressemblance avec des situations, oui. Mais aujourd'hui, voilà. il fait débat, ce terme. Mais ça fait débat, bon, mais alors il y a une autre... par exemple, un autre mot que je conteste, pour moi, c'est un point de vue, hein, mais il paraît qu'on est en guerre de civilisation. Ah bon? Il y a une civilisation qui déclare la guerre à une autre. Est-ce que c'est encore une civilisation si elle déclare la guerre? C'est la civilisation ou la barbarie. Vous ne pouvez pas dire que des civilisations sont en guerre. C'est peut-être des cultures qui ne se comprennent pas. Mais la civilisation en général, c'est ce qui est acquis par le passé. La culture, c'est ce qui est vivant aujourd'hui. Alors quand c'est vivant, ça peut bagarrer. Bon, mais les civilisations, elles sont acquises. Guerre de civilisation, c'est un oxymore pour moi. Ok. C'est pas le bon terme en tout cas. D'autres qui utilisent, et je finis avec ça, d'autres qui disent qu'ils veulent, il y a des pays aujourd'hui qui veulent une civilisation post-occidentale. Diantre, c'est quoi ça? L'économie occidentale, même les Chinois l'utilisent dans tous ses extrêmes. Le capitalisme chinois, tous les pays veulent un développement économique qui ressemble un peu à l'état des pays dits riches. Bon. Donc c'est pas ça. En fait, pour finir mon argument, tout ce que les pays, les autorités qui critiquent les droits de l'homme, c'est qu'ils ne supportent pas les libertés individuelles. Ils ne supportent pas d'avoir à répondre de l'application des droits humains universels, et ils ne supportent pas la séparation des pouvoirs. D'où l'importance de bien définir les mots. Mais bien sûr. Et de connaître aussi ces fameux droits de l'homme, oui. Comme vous disiez, et pour s'en servir comme boîte à outils, comme référentiel, et éviter... Qui n'empêche pas le débat. Oui. C'est pas une idéologie. Oui, c'est ça. Les droits humains ne sont pas des croyances. C'est des convictions. Ça, c'est bienvenu, les convictions. Mais des convictions ne sont pas forcément des vérités. Absolument. Et les droits humains peuvent être débattus. Oui. Hein? Et d'ailleurs, il serait souhaitable que plutôt que d'entendre dire que les droits humains sont maintenant des chiffons de papier, qu'ils soient débattus. Soient débattus pour dire qu'est-ce qu'il faut adapter. Je prends un dernier exemple. Vous voyez le problème monstrueux des migrations dans le monde aujourd'hui. Et la référence internationale, c'est la Convention sur les réfugiés de 1951. On pourrait imaginer qu'il y ait une conférence qui se dise, bon, est-ce que la Convention de 1951 est toujours adaptée à notre situation? Voilà, alors plutôt que de dire que la Convention de 51 est un chiffon de papier, il serait peut-être intéressant de dire il faut repenser, refondre cette Convention. Dans quel sens? Je n'en sais rien. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire comme ça. Mais cette attitude de dénigrement des droits humains, alors qu'ils sont des outils qu'il suffirait de réactiver. Il y a un exemple de film que je voulais évoquer pour appuyer un peu toutes ces notions et aussi faire le pont avec le métier de psychologue que j'exerce et cette notion de neutralité engagée, de positionnement, de ne pas plonger et se faire piéger dans l'indifférence aussi. C'est le film Fanon, qui est un film qui a été assez censuré.
dans beaucoup de salles en France. J'ai pu le voir uniquement dans une petite salle indépendante de Strasbourg, et c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie, qui retrace l'histoire d'un psychiatre martiniquais qui s'appelle Frantz Fanon, et qui est arrivé en Algérie au milieu des années 50, en pleine guerre de l'indépendance. Frantz Fanon, il y soigne du coup pendant cette mission ou cette expérience en Algérie, il y soigne des prisonniers de guerre algériens, mais aussi des soldats français qui souffrent de stress post-traumatique lié justement aux violences de la guerre, et donc des patients qui souffrent des violences coloniales. Très vite, Frantz Fanon comprend que la souffrance psychique ne peut pas être séparée de la souffrance sociale et de l'oppression que les personnes peuvent subir, et que derrière les troubles de ces patients qu'il prend en charge, il y a des problématiques sociétales, tout un système d'oppression. Et Fanon, justement, qui est psychiatre, donc à qui on impose une forme de neutralité, refuse, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que cette neutralité devienne de l'indifférence et devienne une forme de complicité face à la souffrance de ses patients. Et justement, le film vient montrer comment ce psychiatre, Frantz Fanon, va sortir de cette neutralité, on va dire, indifférente, et pour entrer dans une neutralité engagée, lucide, et effectivement mettre en place, s'investir, s'engager dans des actions qui vont permettre de remanier en fait le système sociétal, carrément, pour limiter l'impact que cela peut avoir sur la population, sur les soldats, sur toutes ces personnes qui peuvent être amenées à être soignées. Et j'ai aucune compétence à parler de psychiatrie. Oui, mais ce que vous dites me rappelle, dans les années 70, 80, il y avait un courant psychiatrique, de réflexion sur la psychiatrie en rapport avec les conditions sociales. C'était pas dans le contexte de guerre. Ça, Frantz Fanon, c'était dans le contexte de guerre. Mais là, il y a eu tout un mouvement pendant quelques décennies. On a même appelé, c'est un mot qui m'est resté, on appelait ça l'antipsychiatrie. Mais ce que j'en ai retenu de mémoire comme ça, c'est que c'était vraiment l'argument que vous faites valoir, à savoir, la psychiatrie n'est pas quelque chose à isoler, à traiter de manière isolée. C'est en lien direct avec des contextes qui ne sont pas forcément de guerre. Oui, qui peuvent être sociétaux comme on peut les voir aujourd'hui aussi. Oui. Donc là, maintenant, je pense toujours aux Bengalis, moi, quand on discute de tout ça. Ces gens-là, ils avaient toutes les raisons d'avoir des problèmes psychiatriques épouvantables. Et on avait le sentiment que c'était tout simplement des humains. Ça me rappelle une phrase d'un journaliste, enfin d'un écrivain qui m'avait marqué, mais dans les années 80. Il rendait compte de son voyage à Calcutta. À l'époque, Calcutta, c'était vraiment... ça a bien changé depuis, mais c'était vraiment une situation extrême. Et il est revenu avec son article qu'il a intitulé Calcutta, la ville la plus humaine possible. J'explique pas tout de ça. Je veux pas argumenter, j'ai pas de thèse là-dessus, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Il n'y avait pas de problème psychologique dans ces populations qui étaient en situation de survie. Ils avaient une psychologie de survie. Ça, pour sûr. Il faut voir comment toutes les formes de corruption, qui est une forme pour les plus pauvres, c'est une forme d'attitude de survie. Mais je ne juge pas ça. C'est de dire, parfois on se dit, mais c'est du génie. Et il y a ce phénomène justement de dissociation. On a eu... au-delà de ce podcast, des échanges pour préparer notre échange, et on a questionné cette notion de déshumanisation sur laquelle on n'était pas sûr d'être d'accord.
sur l'usage de la notion en tout cas, mais c'est vrai que dans des actes de violence extrême tels que les guerres ou l'oppression ou le colonialisme ou la torture, on a des mécanismes chez les personnes qui le subissent, des mécanismes de défense, de protection qui peuvent être de l'ordre de la dissociation, c'est-à-dire une vraie césure, une vraie coupure entre les émotions des personnes et ce qu'elles vivent, et ça peut donner l'impression qu'effectivement, non pas ils le vivent pas mal, mais ils sont pas dévastés, ils sont pas en détresse, mais ils sont coupés de cet aspect émotionnel, de cette conscience de ce qui leur arrive. Ils peuvent aussi être altérés dans leur autocompassion, dans tout ce qui va être, conscience de soi, conscience de la norme, conscience de ses émotions. Et ça peut être aussi un des mécanismes qui explique que certaines populations ne semblent pas manifester de détresse psychologique face à des situations extrêmement difficiles. Oui, moi j'ai du mal à comprendre tout ça parce que d'abord c'est un mot, comme je vous le disais, un mot déshumanisation avec lequel j'aurais eu normalement depuis 40 ans pas mal d'occasions d'en parler. Oui. Et qu'en fait, je travaillais dans des sociétés où les gens me paraissaient mais vraiment profondément humains, avec toutes les turpitudes possibles et imaginables, les mêmes problèmes que partout. Mais je veux dire, il y a une capacité de communication. Il y avait le naturel était là, parfois brut, mais réel. Et je ne peux pas m'empêcher, vous allez trouver que j'abuse certainement, ou j'exagère, mais moi ce qui me frappe dans nos sociétés aujourd'hui, c'est la violence des très jeunes. Et je me dis que quand on vit tous les jours dans un monde où tous les soirs à la télévision, que les enfants regardent beaucoup, tous les soirs à la télévision, il n'y a que ce qu'on appelle en Allemagne des Krimis, c'est-à-dire des histoires policières, de morgues, de crimes, etc. Mais tous les soirs, qui sont précédés par les nouvelles, le journal télévisé ou par les temps qui courent. C'est anxiogène. Si c'est pas Gaza, c'est le Soudan. Si c'est pas le Soudan, c'est l'Ukraine, etc., etc. Les nouvelles générations, je me dis, mais comment ils peuvent avoir accès aux droits humains, au moins pour avoir un minimum de grille d'analyse. Vous voyez, je passe un peu d'un sujet à un autre, mais la société, elle se donne en spectacle. Elle donne sa violence en spectacle. Tous les soirs. Et on s'y habitue. Pensez bien qu'un garçon ou une fille de 15, 16, 17 ans, qui depuis l'âge de 12 ans regarde tous les soirs des crimes, qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a pas besoin d'aller chercher Daesh. Hein. Je défends pas Daesh. Non, mais il y a une habituation à la violence et au crime. Absolument. Et après, on s'en étonne. Voilà, Mais justement, pour revenir sur le point de départ de Fanon et de toutes ces questions justement qui peuvent se poser quand on est en temps de guerre, comme lors de la guerre de l'indépendance dans les années 50 ou même aujourd'hui sur certains territoires qui sont en guerre, comme ceux que vous citiez. L'idée, c'est effectivement de sortir de la neutralité pour placer l'humain au centre de tout, pour ne pas seulement chercher à apaiser la douleur quand on est sur le terrain, mais surtout à reconnaître ce qui crée cette douleur-là. Et je pense qu'au-delà de l'engagement politique que les gens semblent tout de suite vouloir étiqueter, il y a un engagement humain de terrain qui place la dignité, le respect des droits humains au centre de tout. Alors sur ce point, moi j'aimerais dire quand même que si je m'adressais à des jeunes, là, je leur dirais, écoutez, ne vous laissez pas impressionner par les gens qui disent que si vous voulez faire ça, vous faites le jeu de ceci, de cela, les jeux de cela. Les gens de pouvoir, ils sont en orbite. Je vais vous donner un exemple, si vous permettez. Bien sûr. Quand je me suis occupé de justice des mineurs pendant des années, et un jour j'apprends à Terre des Hommes qu'un gros donateur nous fait un don à condition qu'on aille à Kaboul, au Afghanistan, faire des programmes de justice des mineurs, travailler sur les normes internationales. Moi, j'étais pas très chaud.
parce que c'est un donateur quand même qui a des visions politiques, etc., etc. Mais c'était un débat dans notre équipe, et puis finalement, on a décidé que j'y allais quand même. Et j'ai fait pendant une semaine une formation, ce qui était mon but, mon boulot, une formation aux alternatives à la prison pour les mineurs. Vous vous rendez compte, à Kaboul, avec des gens de Kandahar, des assistants sociaux, des gens de Jalalabad, de Herat, de toutes les villes régionales qui étaient là. Et donc je suis arrivé très sceptique en disant je suis manipulé politiquement pour faire ce travail-là. Mais enfin bon, c'est la décision de notre équipe, etc. Je suis rentré, mais j'étais effaré que tous ces gens-là qui sont isolés dans leur travail m'ont assailli de questions pour savoir comment ça se passait à l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait dans les autres pays musulmans? Alors j'ai raconté le Liban, j'ai raconté la Jordanie, j'ai raconté Mauritanie, etc. Et autrement dit, je suis parti avec une feuille blanche en me disant j'y vais à reculons. Je suis rentré en me disant pour ces gens-là, qui étaient ma proximité à ce moment-là, ça a été utile. Peut-être ils ne pourront pas faire ce que j'ai dit, j'en sais rien. Mais au moins, ils ont compris, et ils savent. Et ils ont eu un contact avec l'étranger. Connaissance. Voilà la coopération internationale à partir des droits humains. Et je n'étais pas l'occidental qui venait dire, voilà, j'ai la vérité, je vais vous dire comment faire, ou je vais vous imposer comment faire. Oui. Non, j'ai commencé par leur dire, alors dans votre village, dans votre ville, dans votre société, comment est-ce qu'on fait avec les jeunes délinquants d'égal à égal. Si vous pouviez laisser une phrase aux jeunes générations ou même aux personnes qui nous écoutent pour résumer tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui sur ces notions de dignité humaine, de droits humains, de collaboration, de boîte à outils, tout ça, qu'est-ce que vous pourriez dire assez succinctement? Je n'aurai qu'une phrase qui me travaille beaucoup et qui m'a beaucoup travaillé dans mon travail, si je puis dire. C'est une phrase, je sais pas son nom, mais j'ai lu cette phrase, et puis c'était marqué, entre parenthèses, un juge polonais en 1848. Ok. Et la phrase est la suivante, sur laquelle j'insiste pour que tout le monde puisse réfléchir là-dessus, parce que c'est ça le rôle peut-être des ONG, des vraies ONG. Seul ce qui oppose résistance peut offrir appui. Et comment vous l'expliqueriez, cette phrase? C'est en s'appuyant sur le fauteuil que je vais pouvoir me lever. Ok. L'éducation, c'est de savoir résister pour former, pour éduquer. Il faut s'adresser, il faut pester, il faut râler, il faut exiger auprès d'un gouvernement, donc je résiste, etc., au nom de gens que, de cette manière-là, j'arrive à soutenir et à aider. Ok. Je répète, c'est à méditer, c'est pas la solution à tout, c'est Mais pas c'est une religion. votre petite phrase. C'est une phrase qui est petite et qui, moi, me fait beaucoup réfléchir. Réfléchir. Seul ce qui oppose résistance peut offrir appui. Ok. C'est pas la condescendance, ça. Hein. Non, oui. Et puis il y a aussi cette notion d'appui, donc d'accepter de s'appuyer sur d'autres personnes pour toujours dans ce principe de réciprocité. À cause de notre imperfection. Bien sûr, en tant qu'être humain, d'intégrité, etc. Pour finir ce podcast, Bernard, est-ce que pour la question mythique de Romane en parle, est-ce que vous pourriez nous partager une petite page, enfin si vous pouviez nous partager une petite page de votre journal intime, qu'est-ce que vous nous liriez aujourd'hui ? Disons que les pages de mon journal intime, c'est des souvenirs de situations ponctuelles très, très précises. C'est difficile à dire. Je n'ai pas préparé de texte. C'est très bien, spontanéité, c'est tout ce qu'on aime. Et l'imperfection. J'ai visité une prison à Gitarama, une des grandes villes de Rwanda, 1 an après le génocide. Il y avait 4 ou 5 000 prisonniers dans cette prison en plein air sous le soleil. Et on m'a conduit dans une salle, une des grandes salles autour, souterraine, où il y avait 52 mineurs
je retiens ces nombres-là, vous voyez. Ils étaient dans une salle souterraine avec une petite fenêtre comme ça, qui donnait la lumière du jour. Dans un coin, il y avait 52 matelas mis en tas pour la nuit. Et il y avait un des prisonniers qui faisait la classe sur le mur, assez jeune, et qui est venu me trouver et qui me dit « Monsieur, est-ce que vous pourriez nous envoyer des cahiers et des crayons pour que je puisse continuer à faire ce que je fais ?» Peut-être lui était un génocidaire, hein. Là, l'humanité, c'était quelque chose. Et quand j'ai une anecdote, quand je suis revenu à Kigali, j'ai rencontré le ministre de la Justice de l'époque, 1 an après le génocide. Et c'était un ministre qui m'a dit, écoutez, vous voulez travailler pour les mineurs qui ne doivent pas être en prison avec des adultes, et tout ça, il faut les sortir. Il dit, je suis bien d'accord avec vous, c'est ce qu'il faut faire d'urgence, mais je vous rappelle que moi, quand j'étais sous l'Ancien Régime, j'ai été le premier à créer une association de défense des droits humains au Rwanda, avant le génocide. Et quand le nouveau régime m'a demandé d'être ministre de la Justice, ma première décision, ça a été de dire dans les villages, tous les jeunes qui sont suspectés d'avoir été complices de génocide, vous les envoyez et on les met en prison. Moi, défenseur des droits de l'homme. Ah bon ? Oui, parce que c'était les sauvés des vengeances villageoises. Bon. Oui. Donc les mots de droits de l'homme peuvent entraîner dans des situations précises. C'était pas la guerre c'était fini, le génocide. Hein, et si vous voulez, quand vous dites vraiment c'est inacceptable que des enfants soient en prison, vous dites ça à un ministre qui vous répond mais c'est moi qui les ai mis pour pas qu'ils soient tués, vous prenez une gifle. Bah oui, parce que c'est encore une fois c'est de l'imperfection et c'est. Oui. Il n'y a rien de gravé dans le marbre, de rigide, on est sur quelque chose d'assez flexible, au contraire. Oui, c'est des situations, pour moi, qui m'ont vraiment... vraiment, j'ai visité des prisons ou centres éducatifs fermés, ce qui est parfois pire. Au Soudan, Bangladesh, Managua, au Nicaragua aussi, c'était... les problèmes sont exactement les mêmes. Et il faut des normes internationales pour ça. Comment vous les viviez, ces situations ? Comment ça vous impactait sur le plan psychologique ? Oui, ça m'impactait sur le plan psychologique. Et me suis toujours réfugié, instinctivement, sans même réfléchir. Bon, pour mon travail, qu'est-ce que ça m'apporte et qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux dire au retour, à qui je fais un rapport, à qui je demande ceci. Je me précipitais dans les raisonnements de travail. Dans la résolution de problèmes. Dans la résolution de problèmes. Voilà, c'est un problème, comment on fait quoi ? Dans un esprit un peu cartésien, finalement. Oui, ce qui était mon boulot aussi. Oui, hein, oui, pour ne pas l'oublier. je me suis réfugié dans mon travail. Simplement, vous voyez, par exemple, quand j'étais au Bangladesh, dans les programmes, j'étais responsable d'écoles, de centres de formation professionnelle, des centres pour orphelins, et il y avait 2 hôpitaux. 2 hôpitaux avec 120 enfants très mal nourris sur place. Et donc, quand il y avait des inondations, parce que c'était ça la grande catastrophe, des inondations, et on faisait en barque, des transports de nourriture pour aller sur les digues où les gens se réfugiaient et faire distribuer les nourritures. Il fallait qu'on sélectionne. On ne pouvait pas nourrir tout le monde. C'était les enfants. Donc avec le médecin et les assistants sociaux, on était en barque là, et puis on sélectionnait les enfants. Et il y a des mères qui avaient 5 enfants, 6 enfants, qui n'avaient pas de mari, et qui voulaient absolument qu'on prenne ces enfants, etc. On lui a répondu qu'ils n'étaient pas assez mal nourris pour qu'on les prenne. C'est violent. Sachant que la semaine d'après, ils seraient assez mal nourris pour les prendre. Oui. Hein? Ça, c'est des situations vraiment qui marquent. Quand j'avais des visites, j'ai eu des visites de gens très rarement. J'étais le seul expatrié à 60 km à la ronde. Donc, de temps en temps, j'avais des visites de gens qui venaient de l'extérieur du Bangladesh, d'Europe, qui passaient.
Et puis alors, je leur faisais visiter le centre et on entrait dans les cliniques et puis j'expliquais, etc. Et je voyais des visiteurs qui allaient presque s'évanouir. Alors que moi, je viens tous les matins dans cette clinique, je viens voir si c'est propre, je viens voir s'il y a les médicaments, je viens voir s'il y a un problème avec le gardien de nuit, le travail. Et c'est quand je faisais visiter ces cliniques que moi, ma propre émotion ressortait. Je dissimulais mon vécu, si je puis dire, par le fait de travailler. C'est la blouse blanche du médecin, comme on dit. On met la blouse blanche, on se distancie. On se distancie, oui, c'est ça. On met la blouse ou autre chose, mais notre costume qui nous permet de ne pas être touché de la même manière que si on ne le portait pas. Eh bien, Bernard, notre podcast touche à sa fin. Mais je vous remercie beaucoup pour tous ces échanges, tous ces partages d'expériences aussi extrêmement riches qui nous permettent de redéfinir les termes, droits humains, dignité humaine, de les replacer aussi dans un juste contexte, de comprendre que la neutralité ne signifie pas l'indifférence, qu'on peut être neutre et engagé en replaçant l'humain au centre de tout, que l'importance réside aussi dans ce sentiment d'appartenance à une humanité universelle, commune à tous. Et merci beaucoup pour tous les partages d'expériences de terrain qui nous manquaient, qui me manquent parce que j'en ai pas autant que vous et pas autant. Et puis, votre livre est disponible. Le livre est intitulé « Des droits qui dérangent » avec point d'interrogation. Essai sur les droits humains par Gros Temps. Ok. Et il est disponible à l'achat sur Amazon. Ok. Donc, en version digitale ou version papier. Très bien. Eh ben, en tout cas, j'invite tout le monde à s'en procurer. Enfin, ceux qui nous écoutent, si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à le lire. Bernard est un homme très riche, plein d'expériences, et je pense que ça peut être utile et, comme on dit, implanter des petites graines pour les gens. Et c'est extrêmement enrichissant. Rien n'est vain. Ce que l'on sème fleurira. Ne pas attendre la floraison. C'est très beau. Je pense qu'on peut s'arrêter sur cette belle citation. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous pour cette écoute. Merci Bernard. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.